Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci d'être avec nous pour ce 26e épisode qui marque aussi la rentrée d'EventCheck. Pour cette reprise, je vous propose une masterclass audio sur les relations presse avec Marine Benadi, fondatrice de Benadi Conseil, relations presse, gastronomie. J'ai découvert Marine sur les réseaux sociaux car elle partageait régulièrement ses articles de blog que je trouvais hyper intéressants sur les relations presse dans la food. Je me suis dit qu'il ne fallait pas rater une occasion d'une leçon sur les relations presse qui sont parfois, je trouve, un monde très opaque. J'ai donc décroché mon téléphone et évidemment, parce que Marine est une personne d'une grande générosité, elle a tout de suite accepté de nous livrer tous ses conseils et connaissances sur le sujet. J'aimais énormément les contenus de Marine, mais cet épisode m'a appris à mieux la connaître et je peux vous dire que je suis en joie de la mettre en lumière aujourd'hui car Marine est une grande professionnelle, experte, transparente, respectueuse et humble. On va ensemble aborder tous les fondamentaux des relations presse. Qu'est-ce que les relations presse? Pourquoi en faire? À quel rythme? Peut-on le faire seul ou pas? Combien ça coûte? Combien de temps de préparation? Comment on mesure les retombées? Etc. etc. Sans oublier évidemment les relations presse dans l'événementiel. Bonne écoute! Bonjour Marine, bienvenue sur le podcast d'EventCheck. Je suis très heureuse de t'accueillir ce matin. J'espère que tu vas bien. Hello Clémence, écoute, tout va bien, je te remercie de m'avoir invitée sur ce podcast, je suis ravie. Avec plaisir. Alors, je vais commencer, je ne vais pas dire qui tu es, mais je vais lire une petite phrase que tu as sur ton site, et qui, je trouve, fait une bonne introduction à ce que tu fais et comment tu veux le faire. Donc, je te cite. C'est parti. Je veux rendre les relations presse accessibles à tous et vous faire profiter de la puissance de cette méthode pour votre entreprise. Je rêve d'aider le plus grand nombre à se faire connaître simplement grâce à un outil vieux comme le monde, le bouche à oreille. Car les relations presse ne sont rien d'autre qu'un amorçage de ce processus, faire parler de soi pour que le grand public vous connaisse et vous recommande à son tour. Voilà, je trouve que c'est une parfaite mise en bouche pour que tu nous racontes comment est née cette passion pour les relations presse et puis dans les grandes lignes, quel est ton parcours jusqu'à la création de Benadi Conseil, ta structure de conseil en relations presse. Écoute, en fait c'est parti de cette envie de communiquer, donc j'ai fait des études pour ça, j'ai fait une licence, ensuite j'ai fait une école spécialisée, et puis en fait au fil de mon parcours, je me suis rendu compte, j'avais cette passion en quelque sorte qui m'animait, j'avais toujours été au restaurant avec mes parents, etc. Voilà, c'était quelque chose de très ancré dans notre culture familiale, en tout cas l'amour de la cuisine, et en fait quand j'ai lié du coup ma formation à cette passion, je me suis rendu compte que c'était un peu ma vocation et que j'avais envie d'aider justement le maximum de restaurateurs qui sont parfois un peu derrière leur fourneau et pas toujours, n'ont pas forcément toujours les méthodes, les outils pour bien se faire connaître. Voilà, j'avais vraiment envie de me rendre utile auprès de ces personnes-là en
en les accompagnant et pour se faire connaître par le maximum de monde et mettre en avant leur savoir-faire, leur parcours, etc. Je trouve ça vraiment passionnant de rencontrer ces gens-là, de découvrir leurs univers, leurs histoires et pouvoir un peu révéler tout ça au grand public. Oui, je comprends. Moi, c'est ce qui m'est arrivé un peu, mes côtés commercial. C'est-à-dire que moi, je vendais mes collègues de talent. Donc, je vois un petit peu l'émotion que tu as pu ressentir. Est-ce que la connexion s'est faite par une expérience professionnel, un stage, à quel moment ça a connecté? C'est toi où tu t'es dit tiens, je fais des études de communication, je me spécialise sur les relations presse, mais j'ai pas encore vraiment de domaine de prédilection et à un moment il y a une révélation dans ta tête? Ou est-ce que ça s'est passé par une expérience pro? Mais en fait, au début, je suis allée naturellement vers la musique, donc j'ai été Ok, dans un label musical. Ensuite, dans les médias, j'ai travaillé pour une chaîne de télé sur les relations presse. En l'occurrence, à l'époque, ça s'appelait Direct 8, ok, C8. ouais, Voilà, c'était un peu cet univers des médias qui m'intéressait vraiment. Ensuite, j'ai fait un peu de community management dans le groupe Marie-Claire, etc. Et donc je tournais toujours autour des médias, c'était vraiment un univers qui me plaisait, le journalisme, même si je prétendais pas avoir le talent d'un journaliste. Voilà, du coup j'étais l'autre versant, quoi, le côté communicant. Et en fait j'étais en poste pour faire du community management du coup pour des marques de spiritueux pendant 2 ans. Et en fait, j'étais en d'accord, mission intégrée chez un client pour le compte de mon agence et tout ça arrivait un peu à terme. Certains contrats n'étaient pas forcément renouvelés. Et puis, j'ai vu ça un peu comme une opportunité. Du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je me suis dit qu'il était enfin temps d'aller vers ce qui me plaisait à 100%, qui était la gastronomie, la cuisine. hmm, Et je me suis lancée à mon compte. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment effectivement d'accord, petit à petit, des petites étapes qui m'ont menée en fait tout naturellement vers la gastronomie, quoi. d'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 8 ans que je me suis 8 ans. lancée à mon compte. Alors voilà, ça n'a pas immédiatement fonctionné comme je voulais. Enfin, au début, j'ai pas mal collaboré avec des petites agences. Et puis là, depuis 4 ans, on va dire, j'ai bien développé mon réseau, ma clientèle et ça fonctionne bien et ça fonctionne de mieux en mieux et voilà, c'est hyper épanouissant. Eh ben, félicitations déjà pour ce beau parcours de 8 ans. Il y en a plein qui s'arrêtent avant. Ouais, c'est souvent Mais dit. c'est vrai, hein. Moi, j'en ai vu plein dans la gastronomie parce que en travaillant dans les restaurants, j'avais parfois l'opportunité de collaborer avec des relations presse Mhm. et j'en ai vu plein se créer leur structure et ça s'arrêtait vite. On m'a souvent dit que j'étais très persévérante mais Ouais. pour moi en fait il n'y avait pas d'autre option que ça donc Bon voilà, bah voilà, je suis allée au bout. magnifique. Et du coup, pour aller continuer un petit peu dans ton dans tes succès, j'ai vu aussi que tu avais fondé le studio Pili Pili. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors du coup, comme effectivement, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille seule, j'avais très envie justement de collaborer un peu avec d'autres profils que le mien, mais tout en gardant finalement cette indépendance que j'ai en tant que freelance. J'avais pas envie d'intégrer une agence ou quoi que ce soit, hein. Et du coup, pour rester un peu maître à bord, j'ai envie de dire, de mon activité en tout cas, j'ai pensé à monter un collectif en fait de freelance autour de la communication culinaire et c'est intervenu en fait après le premier confinement qu'on a subi. Voilà, on était tous en fait animés, donc j'ai regroupé un petit pool de freelance que j'avais dans mon réseau, avec qui j'avais déjà plus ou moins échangé et qui me semblait pertinent. On avait tous des métiers complémentaires et on s'est réunis et a émergé cette idée du coup de collectif de freelance. J'avais vu que ça se faisait un petit peu à l'étranger.
Et ça m'a inspirée et voilà, du coup on a lancé ce studio Pili Pili. On a un profil de graphiste, on a une copywriter, on a une photographe, une community manager, un créateur de site web et du coup moi ce profil relations presse influence. Et en fait c'est hyper enfin voilà, c'est très plaisant en fait de travailler comme ça puisque on fait gagner du temps aussi à nos propres clients sur leur recherche de profils de prestataires et puis comme du coup on échange entre nous, il y a un gain de temps assez conséquent et puis une effusion, enfin voilà, on échange pas mal nos idées et je trouve que c'est très constructif et c'est très plaisant en fait de fonctionner, de travailler comme ça. Ouais, je trouve. Puis je peux comprendre que vos clients soient contents, que vous leur apportiez une solution, on va dire de plus en plus 360, parce que Ouais. c'est vrai que c'est des métiers très chronophages, Exactement. et ils ont pas forcément le temps, ils ont pas forcément le réseau, et puis il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, donc c'est ça, ça reste compliqué encore ce travail. Donc voilà, maintenant vous avez le studio Pili Pili, vous pouvez aller voir ce que c'est, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Et dedans, on en retrouve Marine de Benadi Conseil. Du coup, donc là, tu nous as bien expliqué sur le studio. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation des différents services sur Benadi Conseil spécifiquement? Qu'est-ce que Ouais, toi, bien tu sûr. proposes? Ouais. Alors du coup, juste pour faciliter un peu la compréhension par rapport à Studio Pili Pili, on peut dire en Oui, quelque sorte que c'est une agence, mais sans l'agence, quoi. C'est-à-dire que sans on les est, frais d'agence. voilà, ouais, un petit peu. En tout cas, non, mais on est tout un tas de profils. Je sais que ça peut être effrayant pour certains restaurateurs de se dire ah mais non, nous on va pas avoir une grosse agence. Enfin voilà, c'est pas forcément, on va pas forcément spontanément vers une agence en se disant que c'est réservé aux autres. Euh, et en fait, nous on essaye un peu de dédramatiser tout ça et de rendre tout ça plus accessible. Et du coup, en ce qui concerne ma propre activité, donc en fait, je fais des relations presse pour la restauration, pour les marques culinaires, pour les artisans des métiers de bouche. L'idée, moi, c'est que en fait, je crée du lien entre un établissement et un journaliste, et dans le but d'obtenir des parutions médiatiques. Donc, je propose des campagnes de relations presse, je fais de la curation de journalistes ou d'influenceurs ou de chefs quand certaines marques ou enfin voilà certaines Pour des marques entreprises food. voilà se lancent et puis ont envie Tu peux définir curation parce que je suis pas sûre que ça parle oui, à tout le en fait, monde. j'identifie les profils qui sont pertinents pour une marque qui voudrait, par exemple, créer un partenariat, créer une recette spécifique pour un lancement. Voilà, identifier aussi un journaliste, par exemple, pour faire une présentation, je ne sais quoi, et ils ont besoin d'un journaliste pour animer un débat. Voilà, je fais cette curation-là. Et puis après, je fais aussi de la création de dossiers de presse, donc interview, rédaction, création graphique du dossier de presse. Ça, c'est pour plutôt les entreprises qui ont envie de gérer par eux-mêmes leurs relations presse en interne, mais qui du Ok, coup ont besoin aussi d'avoir un outil pro oui, qui soit un peu clé en main. Voilà. ok. Indépendamment de ça, je fais des ateliers en fait de formation, je propose des templates aussi de communiqués de presse. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de rendre tout ça très accessible. Alors ça, je confirme parce que si vous voulez, je vous recommande chaleureusement d'aller sur le site internet de Benadi Conseil. Vous avez un blog très fourni avec plein de contenus et notamment plein de contenus sur cette partie presse. Et je dérive un peu vers la communication, hein, parce que parfois tu as des contenus un petit peu plus larges Mhm. que la presse, mais tu as quand même beaucoup de contenu autour de la presse. Et c'est très intéressant, et je pense que ça permet de comprendre plein de choses, et ça vous permettra de comprendre, si vous posez la question de pourquoi faire. Je pense qu'il y aura beaucoup d'éléments de réponse, en plus de ce petit échange que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce qui moi m'a fait venir vers Marine. C'est parce que elle fait beaucoup de contenu que je trouve très qualitatif, qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur le secteur qui en fait.
du contenu explicatif pour comprendre le métier qu'on peut avoir et la valeur qu'on peut apporter, et de dire vous pouvez collaborer avec moi, mais vous pouvez aussi vous inspirer des contenus, et si vous voulez tenter des choses seules, allez-y. Ouais. Voilà, et ça je trouve que c'est des façons de penser que je trouve très vertueuses sur notre marché. Donc je me suis tu m'as plu. Mais voilà, ceux qui nous écoutent, allez-y, parce que c'est vraiment c'est des super articles. Alors, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le dur, parce que moi j'ai plein de questions, parce que j'ai pu aussi travailler dans des restaurants et observer qu'on faisait des relations presse, mais de loin, et on ne pouvait pas toujours poser toutes nos questions, donc j'en profite. Et puis évidemment, s'il y en a qui, suite à l'épisode, ont d'autres questions, Marine est très joignable sur les réseaux. Je pense que vous pouvez lui écrire avec vos questions, elle sera ravie d'y répondre. Les relations presse. Est-ce que, pour toi, un établissement doit faire des relations presse en continu? Est-ce que c'est un travail toute l'année, ou est-ce qu'il y a des temps forts? Et dans quel cas? Ouais. Alors, il y a un temps fort déjà principal qui est important et qu'il faut pas rater, c'est l'ouverture de son établissement, son lancement. Là, ça c'est vraiment un moment clé parce que en fait l'effet nouveauté intéresse les médias et puis aussi le grand public, la clientèle. On aime bien tester les nouvelles adresses, aller découvrir un peu le lieu tendance dont tout le monde parle. Donc ça, c'est un moment qu'il faut pas rater. Et généralement, moi, je préconise à mes clients de faire des campagnes de 4 à 6 mois au moment de l'ouverture. Et puis, indépendamment de ça, on peut alors communiquer sur le long terme à l'année. Il y a beaucoup d'établissements, notamment un peu gastronomiques, ou qui ont des visées qui visent par exemple une distinction, une étoile Michelin, etc., qui du coup se feront accompagner à l'année. Ça permet de vraiment communiquer sur tout un tas de choses, parce que mais à chaque saison, par exemple, on va pouvoir introduire sa nouvelle carte, son nouveau menu. Il y a finalement pas mal de choses à raconter. Et puis après, pour les marques culinaires, on peut communiquer vraiment au moment des temps forts. Là, en l'occurrence, par exemple, à partir du mois de septembre, on peut faire une campagne de septembre à décembre pour préparer Noël, parce qu'il y a énormément de dossiers sur les fêtes de Noël dans les magazines qui se préparent, et ça, pour certains artisans, ce sont des périodes clés. On fait son chiffre d'affaires à cette période-là, à ce moment-là, et là ça vaut le coup un peu de booster, de réussir cette période. Ça aide vraiment à développer sa visibilité, à faire un maximum, à booster les ventes, etc. Donc c'est vraiment propre finalement à chaque établissement, à ce dont il a besoin, ce qu'il envisage aussi, ce qu'il vise aussi un peu en termes de, j'ai envie de dire, de réussite. Voilà, c'est... D'accord. Oui, ça dépend de sa stratégie et de sa vision. C'est ce que j'allais dire, voilà. Exactement. Ouais, ok, je comprends. Donc, si juste pour résumer, l'accompagnement annuel, ça va plus être dans une optique où on se dit, ok, quel est notre plan de communication sur l'année, et donc sur cette année-là, quelles sont les campagnes qu'on va faire en fonction des temps forts qu'on pense avoir sur l'année qui arrive. C'est ça. En fait, on se fie beaucoup aux saisons, aux temps forts, effectivement, à toutes les fêtes, les choses comme ça. Et puis, il y a aussi tous les marronniers, qu'on appelle en presse, qui sont tous les sujets les classiques. Voilà, les glaces l'été, les champignons en automne, la fête des mères, voilà, tous ces sujets-là, on sait qu'ils reviennent chaque année, et du coup on peut les anticiper et prévoir sa communication bien en amont. Ça veut dire au moins 3 à 4 mois avant, quoi. Ouais. Et puis généralement avoir un plan de com prévisionnel sur l'année. Ouais, sur l'année. Ouais. Ce qui est encore dur, ce qui est pas encore bien calé sur le secteur, mais
mais qu'il est de plus en plus. Ouais, c'est pas forcément évident d'avoir une vision aussi long terme quand on est un peu dans le quotidien, dans la gestion quotidienne avec tout ce que ça englobe quelquefois comme difficulté. Donc c'est sûr que c'est un enjeu pour mes clients la plupart du temps. Ils me disent bon là déjà on voit 3-4 mois, on a un peu de mal à voir à 6 mois ou plus. Donc c'est Même si, en vrai, ça fait gagner du temps, parce que moi, j'ai pu un peu l'expérimenter avec certains établissements. Comme tu le dis très justement, il y a des choses qui sont cycliques, qui reviennent tout le temps, sur de la saisonnalité de produits, sur des fêtes qui sont très populaires. Et en fait, de se dire, OK, on sait déjà que sur ça, il va falloir qu'on communique. Et ben c'est fait, c'est dit, on passe à autre chose. Et on a un peu tous les gros temps où on sait que c'est tous les ans, c'est pareil, c'est comme ça, qui sont traités, en tout cas qui sont identifiés. Mais c'est vrai que voilà, les faire se poser parce que ils ont ce quotidien très chronophage en disant on va se prendre une demi-journée et on va caler tout ça. Parfois ils ont envie de s'évanouir. Ouais, mais puis en plus, ça demande pas forcément une réflexion stratégique sur le papier. C'est-à-dire que par exemple, pour des pâtissiers, ça demande à la fois d'envisager les recettes, donc de créer ces recettes. Il faut pouvoir les créer la pâtisserie en elle-même 3 à 4 mois avant pour pouvoir la shooter, pour avoir des photos qu'on peut envoyer à la presse 4 mois avant, parce que il faut anticiper les délais de bouclage, notamment des trimestriels par exemple. Et donc ça, voilà, techniquement, quand on est encore, je sais pas, quand on sort de la période de Pâques, déjà envisager pour l'été ce qui va se passer à Noël, je sais que c'est techniquement quelquefois très compliqué et certaines marques ont du mal à anticiper ça et c'est tout à fait compréhensible. Généralement, c'est plutôt le deuxième ou troisième année. Pardon. J'allais dire d'où le confort aussi de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui réfléchit à tout ça et qui dit voilà votre calendrier et voilà comment vous devez un peu vous structurer pour qu'on ait tous les éléments, pour qu'on puisse communiquer, pour que parce que ça c'est notre rôle de conseil effectivement. Et après, je constate que pour les artisans, les marques food, c'est plutôt effectivement sur une deuxième ou troisième année d'activité, ils arrivent à avoir cette anticipation là, qui est pas forcément évidente quand on se lance et qu'on doit tout caler, quoi. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais parfois les dossiers de presse clé en main pour que le client puisse ensuite gérer ses relations presse en autonomie. Est-ce que ça c'est courant? Alors, on va pas parler parce que je pense pas que ce soit les gens qui nous écoutent ici. Je te parle pas des très grosses marques qui ont une équipe en interne et qui potentiellement vont avoir un petit département relations presse / communication voilà. Moi, je l'ai connu dans des très gros hôtels, hein. On avait évidemment quelqu'un qui était dédié aux relations presse dans les hôtels de luxe parce qu'il y a énormément de presse à gérer au quotidien. Mais je pense à ceux qui n'en ont pas et qui se disent OK, on fait faire un dossier de presse et après on gère. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai quand même la sensation que les relations presse, c'est aussi un réseau qu'il faut avoir développé. Et je me dis, est-ce qu'on peut se débrouiller, bidouiller avec un dossier presse et faire... et essayer de développer son réseau un peu par-ci, un peu par-là? Ou est-ce que c'est un peu vain, c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie, alors que finalement, si on se fait accompagner par des indépendants comme toi, ou même sur le Studio Pili Pili, un des groupements d'indépendants, finalement, ça coûte un peu plus cher évidemment que de le faire soi-même, mais le résultat est tel que par rapport à si on l'avait fait seul, c'est un peu, il n'y a pas trop de questions à se poser. Est-ce que c'est une discussion que tu as avec tes clients? Quelle est ta vision par rapport à ça? Ouais, chez moi, c'est une demande qui est moins fréquente, hein, la réalisation de dossiers de presse, parce qu'effectivement, la plupart du temps, les clients se disent que ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas le réseau pour gérer eux-mêmes leurs relations presse. Donc les quelques fois où j'ai des demandes en ce sens,
c'est plutôt soit des clients qui ont déjà par ailleurs une agence, mais plutôt de communication plutôt orientée identité de marque, publicité, etc. Mais ça peut être vraiment des petites structures. Hein, je parle pas de grosses. Oui. Et du coup, qui veulent aller un peu démarcher par eux-mêmes, effectivement, la presse, ou alors qui veulent tout simplement faire des demandes. Je ne sais pas, pour des partenariats, pour des dotations, des choses comme ça, ou alors qui veulent se présenter pour participer à des festivals, des choses comme ça, voilà, donc qui ont besoin d'avoir une présentation qui soit vraiment soignée, mais en même temps à la fois pas trop marketing non plus, et du coup qui s'adresse plutôt à une cible de journalistes ou de professionnels, quoi. Après, par ailleurs, effectivement, moi, j'avais mis en place des ateliers en ligne justement pour aider des petites structures à gérer eux-mêmes leurs relations presse. Voilà, parce que je pense qu'effectivement, on peut soi-même, si on a un peu de temps, ou alors une personne qui peut être, par exemple, un alternant en communication ou autre, c'est intéressant finalement de gérer cette communication en interne, de se créer son propre réseau et sur le long terme, de le maintenir et de le faire vivre, ce réseau. Ce sera toujours beaucoup plus valable de gérer tout ça en interne et d'avoir soi-même les contacts. Après, il faut reconnaître qu'effectivement, c'est extrêmement chronophage, parce que il faut aller faire tout ce travail d'identification des cibles, de notre cible de clients. En fonction de ça, il faut identifier du coup les cibles médiatiques, donc c'est pas forcément toujours évident de faire ce lien là. Et puis ensuite, il faut aller trouver le nom du journaliste, donc l'identifier dans les chroniques, etc. Et ensuite, il faut aller trouver son contact. Et une fois qu'on a son contact, il faut lui écrire, et la plupart du temps, on n'obtient pas de réponse dès la première fois. Donc ça demande derrière de faire des relances, donc d'avoir des tableaux de suivi de relance, et puis d'avoir de nouvelles informations à communiquer aussi, pour justement apporter quelque chose de nouveau au journaliste et retenir son attention, son intérêt. Donc tout ça peut effectivement prendre beaucoup de temps, et c'est pas forcément évident de gérer ça soi-même quand on est une entreprise, mais néanmoins c'est faisable, et voilà, si on a le temps, c'est tout à fait à la portée de tout le monde, hein. En gros, si je devais, si on devait donner un conseil de ce que tu nous dis, j'aurais tendance à dire, sur le démarrage, prenez quelqu'un qui va vous aider à structurer, développer le réseau, etc. Et une fois que quelqu'un comme toi les a accompagnés et que le réseau a commencé à se faire, déjà soyez présents sur tous les événements pour rencontrer tous ces contacts presse, pour ensuite pouvoir petit à petit prendre le relais. Ouais. Ce qui fait que après, ça permet de faire vivre aussi son vivier presse en direct, tout en de temps en temps, si on veut lancer quelque chose de nouveau et qu'on va sur d'autres terrains et que c'est de la presse qu'on connaît pas forcément et qu'on n'a pas le temps, comme tu dis, de diagnostiquer quel est le contact, comment créer une relation avec lui, parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Et alors ça, moi je peux témoigner, parce que j'ai passé 8 mois dans une maison d'édition où il y avait des titres, des magazines dans la food. On n'imagine pas, mais la tonne de dossiers presse, de communiqués de presse, d'appels, d'emails, de cadeaux. Ouais. Les cadeaux. Dans la food, on est généreux, hein. Moi, j'étais à l'époque, j'étais une toute jeune femme qui débutait. Ça remplit mon frigo. Parce que franchement, c'était assez hallucinant. Et alors toute l'année, hein, y a pas de saison. Ouais. Et donc, pour sortir du lot, en fait, c'est vrai que c'est difficile sans réseau.
de départ. C'est quand même bien d'avoir une petite impulsion avec des gens qui font ça depuis des années et qui vont pouvoir dire ok, nous on va communiquer là-dessus pour toi. Bon bah on va aller voir un tel et un tel. Il y en a qui seront évidemment, plus on est sur des gros médias connus, bon bah plus ils sont sollicités, plus ça peut être difficile. Et pareil sur les influenceurs et tout, j'imagine. Mais je pense que ce sera à peu près ça si on résume: se faire aider pour démarrer, continuer à faire vivre le vivier qui a été démarré, et puis ensuite ponctuellement, en fonction de ce qu'on veut aller chercher comme type de couverture, reprendre quelqu'un pour aller activer les bonnes, ouvrir les bonnes portes. Ouais. Ben, en fait, c'est comme tu disais, effectivement, les journalistes reçoivent des centaines de communiqués par jour, hein, littéralement. Ouais. Ils sont extrêmement sollicités. Et pour sortir du lot, justement, et amener le bon message, c'est vrai que de se faire accompagner, ça permet de justement aller un peu droit au but et être pertinent. Et après, effectivement, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que sur les accompagnements long terme à l'année, ça permet justement ça, quoi. Ça permet de justement d'éviter de se faire oublier, hein, parce qu'une fois l'effet nouveauté passé, il faut continuer à exister et on peut rapidement soit passer aux oubliettes. Une baisse de fréquentation, ça c'est très courant. Effectivement, les médias vont commencer à parler plutôt des nouvelles adresses, etc. Et donc voilà, il faut continuer à exister et ça passe par justement la création de nouveaux communiqués de presse, nouvelles informations et ça, voilà, c'est à ça que vous servira votre attaché de presse. Donc effectivement, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, ça dépend un peu de sa stratégie. Ce qui se fait le plus couramment, c'est voilà, sur l'ouverture, faire 6 mois de campagne, 4 mois de campagne, et après voilà, une fois qu'on s'est un peu installé, qu'on se crée son réseau, alors effectivement c'est très bien de continuer à l'entretenir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de turnover, qu'il y a beaucoup de pigistes qui écrivent pour tout un tas de médias, donc c'est pas forcément toujours évident de savoir qui a pris la place de quel journaliste, tel pigiste écrit pour quel média, etc. Ça c'est pas forcément évident de les identifier. Mais encore une fois, c'est complètement faisable. Voilà, il faut pouvoir y consacrer du temps en tout cas. Ouais, oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a jamais rien de magique. C'est quoi les ordres de grandeur? C'est quoi les coûts d'un accompagnement comme le tien? Sur, imaginons, je sais pas si sur un annuel tu fais un forfait par mois, enfin, en fonction de ton fonctionnement, qu'on ait un ordre de grandeur. Alors, c'est sur une campagne de lancement, par exemple, on prévoit 4 mois de campagne. Il faut vraiment laisser le temps, justement, à cette campagne de s'installer. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, parce qu'il faut que les journalistes puissent se rendre disponibles pour venir tester, qu'ils aient aussi des articles, enfin qu'ils aient de la disponibilité tout simplement dans leur colonne. Hein. Oui, bien sûr. Donc surtout qu'il y a des médias qui sont trimestriels. Enfin, c'est pas exactement. C'est pas toutes les semaines. Ouais. Et puis comme tu disais juste avant, en fait, c'est pas magique, quoi. C'est voilà, quelquefois les restaurateurs peuvent s'imaginer que ils vont tout de suite obtenir des parutions, que du coup ça va leur faire venir de la clientèle de façon immédiate. Alors ça, oui, ça peut avoir un impact assez rapide sur la fréquentation, mais c'est pas magique. Ça demande effectivement de l'investissement aussi de la part de l'établissement sur la disponibilité, sur sa capacité aussi à être à l'écoute des journalistes, à être prêt à échanger avec eux, à être ouvert en fait aussi à l'idée que des gens viennent tester, faire des repas gratuitement, voilà. Et je sais que quelquefois, alors malgré toutes les précautions et tout le travail justement de pédagogie que je fais avec les clients, quelquefois je me rends compte au cours de la campagne qu'en fait ça ils sont pas forcément très à l'aise avec, donc
voilà, quelquefois ça facilite pas les relations avec le développement. Je comprends. Mais du coup, pour répondre à ta question, grosso modo, on démarre. Alors, on est sur des forfaits mensuels, mais il faut prévoir grosso modo une enveloppe de 5 000 euros. Après, si on passe par des petites agences, voilà, je sais que ça peut être autour de 2 000 à 3 000 euros par mois pour une campagne. Donc, en sachant qu'il faut prévoir minimum 3 à 4 mois de campagne. Ça dépend un peu finalement de la taille de l'entreprise. Moi, je préconise généralement un peu justement de s'adresser à une agence qui est un peu au même stade de développement et grosso modo au même nombre de salariés. Voilà, c'est-à-dire que l'établissement. Voilà, ouais. Les petites structures généralement font appel plutôt effectivement à des freelances. Les gros établissements, les chaînes vont faire plutôt appel à des grosses agences. Voilà, c'est assez proportionnel généralement. Oui. Malgré tout, ça c'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences agences, grosses agences. Qui sont pas les moins chères, mais qui vont, on va dire, sur des projets raisonnables. C'est pas là, c'est pas nous qu'allons leur apporter le plus gros de leur chiffre d'affaires. Et du coup, on se retrouve avec le stagiaire dont personne ne s'occupe. Qui essaye de bidouiller quelque chose, voilà, mais c'est pas génial. Moi, j'ai eu des communiqués de presse plein de fautes, où on comprenait rien, où la présentation laissait largement à désirer. Donc voilà, il faut pas. En gros, moi, j'ai l'impression que quand tu disais tout à l'heure, on a créé le studio Pili Pili parce que c'est dur de trouver des prestataires. Oui, je trouve que c'est très dur. Et dans la communication particulièrement, il y a des grandes agences, j'imagine, qui sont très bien. Et à ce moment-là, il vaut mieux qu'elles soient vraiment très chères et on y va franchement. Et on sait que si on a ce budget-là et qu'on peut avoir certains résultats parce qu'on est déjà une marque solide, parce que voilà. Mais le côté où une très grosse agence prend peut-être un petit projet, ce petit projet va quand même coûter pour cette petite structure, ça va quand même coûter très cher. Ouais. On est au-delà des budgets dont tu es en train de me parler, bien au-delà. Et je parle dans la food, hein. Je parle pas du tout de Booking Check, hein. Voilà. Faites attention. Parce que moi, je trouve aussi que parfois, et moi, je l'ai beaucoup entendu dans la food, on a dit, on va pas prendre un indépendant, c'est pas aussi sérieux qu'une agence. Eh ben, détrompez-vous. Détrompez-vous. Un indépendant, il ne peut compter que sur lui pour remplir le frigo à la fin du mois. Je peux vous assurer que il a envie que ça se passe bien, il a envie que vous le recommandiez, parce que vous êtes sa vitrine. Donc, si lui montre que sur votre établissement, il a eu tel ou tel ou tel résultat, derrière, pour lui, ça va engendrer plein de contrats. Donc, il fera les choses bien. Une agence, vous serez, pour certaines grosses agences, vous serez vraiment un grain de sable dans un océan de clients et clairement, vous serez pas celui qui lui rapporte un gros chiffre d'affaires. Surtout, parce que je m'adresse aux auditeurs d'EventCheck et qu'on a quand même pas mal de petites structures et d'indépendants. Moi, je crois beaucoup aux indépendants. Je pense qu'il y a énormément de gens très talentueux qui sont très sérieux et qui vont pouvoir, comme ils ont moins de volume, qui s'occupent de moins de clients et que c'est eux qui le font. Ils n'ont pas ensuite une armée de petites mains derrière. C'est très qualitatif. Donc voilà, tu ne le dis pas assez, tu ne défends pas assez. Donc je fais une petite aparté, une petite échappée belle, mais faites confiance à des gens comme Marine plutôt que d'aller vous perdre sur des grandes marques d'agences qui sauront pas forcément vous apporter cette attention dont vous avez besoin. Ce que fera un indépendant.
Ouais, après, il faut reconnaître aussi que les freelances n'ont pas forcément la structure pour gérer de gros projets qui demandent beaucoup, justement, beaucoup de talents, de profils différents, voilà. Mais là, je parlais vraiment de oui, petites. Je parle pas de Michel et Augustin. Alors, non, non, évidemment, voilà. on est Ça d'accord. peut. Après, effectivement, il y a un investissement qui n'est pas forcément le même pour toutes les raisons que tu as évoquées. J'ai quelquefois des clients qui viennent à moi parce que justement, ils ont eu l'impression en consultant des agences d'être un numéro parmi d'autres, ou effectivement d'être géré, que leur dossier soit géré par voilà, des profils qui sont soit des stagiaires, etc. Et c'est pas forcément toujours plaisant de sentir quand on investit un certain budget qui est conséquent pour son entreprise, on soit un peu géré de façon un peu légère. Après, c'est pas du tout une généralité. Certaines agences font extrêmement bien leur travail. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que Voilà. le freelance va avoir tendance à être quand même assez investi parce que il a besoin de ça, quoi. Il a besoin de se faire connaître, et puis surtout il est le lien direct avec le client, quoi. C'est-à-dire que il y a pas d'intermédiaire. Tout à fait. En parlant de qualité de résultat, comment on mesure les retombées d'une action campagne de presse, ou que ce soit pour une ouverture ou que ce soit pour le lancement d'une nouveauté, ou même comme parfois tu fais sur du forfait annuel sur la saison de la Saint-Jacques, la fête des mères, ou Noël. Est-ce qu'il y a des chiffres clés à regarder? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Alors moi, je regarde déjà avant de démarrer une campagne. Souvent, je demande à mes clients quelle serait leur parution rêvée. Tu vois, dans quel média ce serait vraiment le but ultime d'y paraître. Et du coup, ça, c'est un peu mon objectif. Je fais en sorte, je fais tout pour essayer de décrocher cette parution parce que j'ai envie de les satisfaire et que aussi c'est un petit challenge pour moi. Après, comme de façon générale en relation presse, ce n'est pas à 100% dépendant de moi. C'est évidemment le journaliste qui a le dernier mot sur les choix éditoriaux. Mais en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pendant la campagne pour obtenir ça. Donc déjà, ça c'est un indicateur. Voilà, si jamais on arrive à décrocher cette parution, Ce Graal. ouais, c'est exactement ça, le Graal. Mes clients, ils me demandent souvent d'apparaître dans le fooding, par exemple. Là, c'est voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma clientèle, c'est un peu un peu ouais, le Graal. Le top du top. Et voilà, du coup, déjà si on obtient ces parutions-là en question, voilà, c'est déjà une sorte de satisfaction. Après, en fait, au démarrage de la campagne, on identifie donc les cibles médias. Si on a réussi du coup à obtenir des parutions sur ces cibles-là, c'est aussi un signal de réussite. Voilà, exactement. Et après, on va aller regarder du coup, analyser un petit peu le lectorat et le nombre de parutions de ces titres-là, de ces médias-là. Et après, en fonction justement de la cible qu'on avait identifiée au départ, on voit un peu l'adéquation avec ces médias-là. Donc ça permet un petit peu voilà, d'avoir quelques KPI, quelques clés. Après, très honnêtement, généralement, il y a peu de restaurateurs qui me demandent de traquer voilà, tous ces chiffres-là, d'être c'est difficile. Ouais, parce qu'en fait j'ai l'impression que pour les restaurateurs, ce qui est plus important en fait, c'est d'être surtout dans les titres, dans les médias qui eux sont importants pour eux parce que eux les lisent, eux en sont friands, et voilà, on est un peu moins. Après, quand je travaille avec des marques, là, ils sont généralement un petit peu plus regardants. Voilà, il y a souvent dans les marques des départements marketing ou des responsables communication qui vont plus prêter attention à ces chiffres-là. Oui, je comprends. Mais parce que aussi ils ont la structure pour passer du temps à analyser ça. Ouais.
Bien sûr. Donc ce qu'un indépendant bar, restaurant, café, traiteur n'a pas forcément le temps de faire. Voilà. Et puis toi, du coup, tu vas tu vas leur envoyer peut-être les parutions. Ils vont voir que voilà, ça bouge. Ils vont peut-être sentir aussi que le téléphone sonne, que les emails augmentent, et donc a priori ça va dans le bon sens, quoi. Ouais, alors après, effectivement, souvent mes clients me disent ah bah tiens, après telle parution j'ai senti que qu'il y avait une hausse de fréquentation, voilà, quelques parutions qui peuvent être justement avoir un vrai impact. Ouais. Mais après, encore une fois, hein, la communication c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, et les bénéfices en fait quelquefois ils sont pas vraiment palpables, quoi. C'est-à-dire qu'on installe une notoriété, on installe une visibilité, mais c'est pas forcément évident de toujours faire le lien entre le lecteur de telle rubrique, de tel média, et sa visite dans l'établissement, quoi. C'est pas on n'a pas de Non, tu peux pas dire ça, c'est un client qui a lu un article. Exactement. À moins qu'il c'est pas, oui, à moins qu'il le dise. Parce que oui, les restaurateurs demandent ah mais comment vous nous avez connus, et du coup là voilà, ils savent si c'est bouche à oreille, si c'est une parution presse, si c'est parce qu'ils sont voisins du quartier, voilà. Ouais, mais du coup effectivement moi je demande en début de campagne à mes clients qu'est-ce qui ferait que pour eux cette campagne est une réussite, et on essaie de mettre le focus là-dessus. Voilà. Après, en relation presse, auparavant, on utilisait beaucoup les équivalences publicitaires, donc on essayait de donner une valorisation un peu des retombées presse obtenues par rapport aux tarifs publicitaires. C'est-à-dire que l'encart qu'on a eu pour le même espace, combien ça aurait coûté en publicité. Ça se fait beaucoup moins parce que en fait, on estime aujourd'hui que ça prend pas du tout en compte l'aspect positif ou négatif, ou voilà, les réactions que ça a pu susciter, et du coup c'est un peu moins pertinent. Donc voilà, on essaye un peu de donner aujourd'hui pour les clients qui me le demandent, on fait un petit barème entre 1 et 5 sur l'importance du média par rapport à sa cible. Et puis après, si on veut pousser un peu, on peut analyser aussi par exemple le ratio du nombre de médias qui ont été contactés et le nombre de parutions obtenues. On peut aussi aller regarder le nombre d'emails qui ont été ouverts par les journalistes. Ça peut donner aussi quelques chiffres clés qui parfois peuvent rassurer les clients. Moi, après, de façon générale, je mets à disposition en fait un tableau de suivi pour mes clients pour que tout au long de la campagne, ils puissent suivre justement toutes les actions qui ont été faites, voilà, les journalistes qui ont été contactés, les repas qui ont été organisés, les interviews, le suivi, enfin voilà, tous les articles qui ont été publiés, et généralement ça suffit largement à se rendre compte de tout le travail qui mais encore une fois, pareil, par expérience personnelle, et du coup j'essaye de faire le porte-parole de ceux qui nous écoutent. Moi j'ai pas connu ça sur des suivis agence ou indépendant relation presse. Je n'ai jamais eu un tableau de suivi. On ne savait pas ce qui se passait. On le savait parce qu'on avait des alertes avec Google News. Voilà, c'est tout ce qu'on arrivait un peu à traquer. Ouais. Mais par exemple, s'il y avait une parution en format papier et que on faisait pas attention, on n'était pas au courant. Donc c'est super bien ça que tu puisses leur montrer, parce que déjà que c'est pas forcément simple toujours d'accès, de comprendre l'intérêt d'une stratégie de communication, dont des relations presse, etc. Je trouve que si en plus on dit aux gens bon bah on va faire des trucs, bon, et vous verrez bien, quoi. Ouais. Et qu'on montre pas un petit peu au quotidien, ok, sur cette campagne on a déjà fait ça. Pour l'instant on a eu tel signaux de résultats, et puis après on continue, et vous pouvez consulter, vous pouvez voir un petit peu l'évolution. Je trouve ça super qu'ils puissent suivre toutes tes actions, quoi. C'est quand même ce qu'ils investissent en toi, donc c'est vrai que tu pourrais ne rien faire de tes journées, alors que là aussi ils voient que tu investis, que ça bouge, que tu as envie de leur montrer que
on y va, quoi. Ouais. On va faire parler d'eux. Pour moi, c'est important d'être transparente et effectivement qu'ils puissent se rendre compte que parce qu'on mesure pas toujours justement ce que sont réellement les relations presse et on se rend pas compte que c'est extrêmement chronophage et que passer une matinée à appeler des rédactions, parler à des journalistes, pitcher le projet, etc. Ça prend énormément de temps. Bah ouais. Et voilà, s'il y a pas de résultat derrière, s'il y a pas eu de parution, c'est pas faute de travail, tu vois. Et ça, justement, il faut pouvoir montrer à ses clients que voilà, on a rédigé un communiqué de presse, qu'on l'a envoyé à tant de journalistes, qu'on a relancé au téléphone de tant de personnes, que du coup on envisage peut-être un autre angle pour la prochaine fois, enfin voilà. Et je pense que c'est important que le client puisse se rendre compte de tout ce que ça peut comporter et pas simplement se fier à la parution finale. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de parution, encore une fois, les rédactions ont le choix final, quoi, ont la décision finale de traiter ou non d'un établissement ou d'une marque. Il faut aussi accepter ce jeu-là en quelque sorte, quoi. Même oui, et puis ils ont des parutions parce que c'est bien sûr, on paye pour ça. Mais de toute façon, la communication, elle aura été faite entre l'établissement et le journaliste. Donc c'est pas un travail qui est vain, quoi, parce que s'il en parle pas aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois il aura l'occasion en écrivant un dossier sur telle thématique, ah bah oui, et c'est là l'intérêt aussi de faire des campagnes du coup sur le long terme, c'est que ça permet de relancer régulièrement, de revenir à l'esprit des journalistes. Tout à fait. Mais ça me fait aussi penser au fait que vous devez, chers auditeurs, penser à votre stratégie de communication et même aussi de marque de façon globale. C'est-à-dire que un journaliste qui aura eu vent de votre établissement, qui se sera dit « Tiens, c'est sympa », mais qui, parce que sur son trimestriel, ils ont pris un angle sur la food qui est X et que vous rentrez pas dans la bonne case, et qui se dit tiens, je le garde en tête, sur le prochain numéro se dit tiens, cette fois-ci je pense que ça va être adapté. S'il arrive sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, que ça ressemble à rien, que les photos sont pixelisées, que on comprend rien, c'est mort, c'est terminé. C'est-à-dire que tout le travail qui aura été fait par Marine pour vous faire connaître, c'est foutu. On peut mettre à la poubelle. Donc d'où l'intérêt d'un studio Pili Pili. Je ressouligne, mais parce que les photos c'est important, vos réseaux sociaux c'est important, votre site internet c'est important, de quoi vous parlez au quotidien c'est important. Comme disait Marine, de refaire des piqûres de rappel de temps en temps quand vous lancez des choses, quand vous voulez tout simplement, surtout si vous accueillez du grand public et que vous avez besoin de faire vivre cette notoriété, c'est important. Sur les premières années, votre marque n'existe pas, vous démarrez, donc vous n'avez pas de notoriété de marque. Ça prend énormément de temps d'avoir une marque forte et qu'on se dise « Ah, la marque truc, ah bah oui !» Je vais citer un exemple que tout le monde adore. Je vais parler de Big Mama parce que voilà, ils ont été très forts sur leur communication, mais ça s'est pas fait en 2 semaines. On a entendu les fondateurs de Big Mama pendant des années, dans je sais pas combien de médias, raconter toute leur histoire et il y avait un pitch qui était vrai, c'était leur histoire, mais qu'ils avaient répété. Ils connaissaient les mots-clés, ils savaient ce qui allait faire mouche, et la preuve, tout le monde est au courant de cette histoire du financier qui part en Italie, qui se dit il y a pas un bon resto italien en France, sympa, pas cher, qui passe 2 ans à sillonner l'Italie pour vous connaissez tous leur histoire définitive. Donc voilà, tout ça c'est un peu comment on pourrait dire, c'est un peu comme les rouages d'une horloge qui une fois qu'elle est finie de monter, tout va s'imbriquer les uns avec les autres. Et c'est global. Un rouage ne va pas suffire. Même si Marine fait tout ce qu'elle peut, faut aussi et c'est là où peut-être tu disais j'ai besoin de l'aide de mes clients. Il faut qu'on travaille ensemble parce que je peux pas, on ne peut pas compter que sur moi. Il faut aussi que
Voilà, donc ça, je pensais que c'était pas mal de le souligner. Ouais, mais absolument. Mais pour rebondir du coup sur ce que tu disais par rapport à Big Mama, effectivement, c'est là ils sont très forts sur ce point, c'est que on peut estimer que c'est trop marketé, etc. Mais en réalité, ils ont travaillé leur discours en amont et je trouve que leur message était pertinent et qu'ils ont réussi quand même à installer effectivement une marque en plusieurs années. Mais on parle bien d'années. Voilà. Tu vois, tu viens de le dire. On parle bien d'années. En la matière. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais juste auparavant, pour moi, c'est absolument primordial et c'est même presque une condition sine qua non pour lancer une campagne RP, d'avoir des photos, mais pas seulement des photos, mais des bonnes photos. Oui. C'est-à-dire des photos que j'estime suffisamment qualitative pour être publié dans un média grand public. Et du coup, ça passe par passer par un ou une photographe culinaire parce que c'est un savoir-faire qui est vraiment particulier. Ça demande de vraiment bien connaître la luminosité, les angles aussi, parce qu'une assiette vue du dessus, vue sur le côté, etc., ça n'a pas du tout les mêmes rendus qu'une photo prise même par un copain photographe, mais qui n'est pas du tout spécialisé dans la food, ça peut avoir un rendu très plat, quoi, finalement. Et ça, pour moi, c'est vraiment, mais absolument indispensable de faire un shooting avant quoi que ce soit. Enfin, vraiment, avant quoi que ce soit, avant de lancer la moindre communication. Parce que de toute façon, un shooting, il sera très vite rentabilisé. Vous utiliserez les photos sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, dans votre dossier de presse, dans les éléments... Les plaquettes commerciales. Voilà, exactement. Dans les photos que vous allez mettre à disposition à la presse, parce que beaucoup de rédactions n'ont plus les budgets pour envoyer des photographes quand ils traitent d'un établissement. Et aussi, surtout, parce que une bonne photo peut déclencher une parution. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais une bonne photo peut déclencher une parution. C'est-à-dire que, sans être venu tester, un journaliste qui va voir une photo et qu'il trouve qualitative et que voilà, si en lisant à côté de ça le dossier de presse ça lui semble tenir la route, et ben déjà ça va attirer sa curiosité et potentiellement quelquefois il peut faire un article sans même être venu tester l'établissement, mais juste parce que il a vu les photos, quoi. Donc ça, c'est le béaba. Je confirme. Enfin, je l'ai vu aussi dans la maison de presse dans laquelle j'ai travaillé. Ça arrive en effet. Mais d'ailleurs, tu as des super articles sur ce que doit contenir le dossier de presse, la différence dossier de presse, communiqué de presse. Donc vraiment, allez voir le blog. Vous allez apprendre des choses si vous avez besoin de remettre les idées un peu au clair. On est bien d'accord que du coup, on parlait de Big Mama, de leur pitch qu'ils avaient préparé en amont, etc. Mais il y a une préparation à de la campagne presse ou un lancement presse, une ouverture d'établissement. Est-ce que du coup, idéalement, toi, si tu dois intervenir pour faire une campagne, tu préfères que vous puissiez avoir un temps de travail en amont? Ouais. Ok, tu estimes ce temps à combien de temps? L'idéal? Ouais, généralement les clients me contactent 3 ou 6 mois avant de se lancer. C'est-à-dire que ça permet de prendre de contact et de se dire qu'on va travailler ou non ensemble par la suite et que on se recontactera peut-être 1 mois ou 2 avant l'ouverture. Généralement, il y a des travaux qui prennent des retards, du retard. Donc, je sais qu'il y a toujours cette marge-là dans l'estimation avant l'ouverture. Ça me laisse du coup un petit peu de données pour Merci. Voilà. Les constructeurs. Voilà. Mais donner un petit sas. Ça n'ouvre jamais à la date qui m'a été annoncée par le client. Donc, c'est normal. Mais voilà, grosso modo, on va commencer à travailler sur le dossier de presse, les éléments de langage, le ciblage du coup des médias et toute cette stratégie. Grosso modo 1 mois à 2 mois avant, et on peut commencer à lancer la communication 1 mois ou 3 semaines avant l'ouverture. Et puis ensuite, dès l'ouverture, on peut commencer à accueillir des journalistes pour faire des repas presse
Et pareil sur les campagnes, quelques mois avant, prise de contact, tu leur expliques un peu les éléments qu'ils doivent préparer, etc. Et plus, on va dire, plus près de la date de démarrage sur, je sais pas, le lancement d'un nouvel espace dans le restaurant, j'en sais rien. Vous démarrez le vrai travail de fond. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. On prépare ça, voilà. Souvent, effectivement, on a une ou deux réunions, peut-être 6 mois avant, et puis on lance réellement. Ça permet déjà de lier une relation, d'être tenu un petit peu informé aussi des évolutions sur le projet avant l'ouverture, et voilà, 2 mois avant, 1 mois avant, on commence à rédiger tous les éléments de presse. Après, on est obligé d'attendre le dernier moment pour faire les photos, parce que souvent c'est voilà, ça m'est déjà arrivé de préparer un dossier de presse et d'avoir les photos parce que les travaux terminaient vraiment juste la veille de l'ouverture, et on a fait shooter l'établissement juste à ce moment-là. On a intégré les photos dans le dossier de presse et hop, ça a été envoyé à la presse, vraiment ric-rac, juste avant l'ouverture. Et en fait, comme j'avais un petit peu anticipé le travail, ça nous a quand même permis d'avoir des journalistes dès l'ouverture, d'avoir même des interviews un peu en exclusivité qui étaient venus shooter la veille de l'ouverture au grand public. Voilà, c'est tout à fait envisageable de communiquer dès l'ouverture. Ouais, super. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu événementiel. Alors, donc toi, tu as vraiment cette identité forte, restaurant, bar café, je les englobe, traiteur marque food, parce que j'ai vu aussi que parfois tu accompagnais des on va dire des gens qui font de la food mais qui sont itinérants. Alors il y a plusieurs concepts, etc. Mais on va dire traiteur pour faire simple. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place dans un dossier presse ou dans un communiqué de presse pour promouvoir tout ce qui est événementiel, le fait que je sais pas, que l'établissement ou que la marque puisse répondre à des demandes de groupes de privatisation, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans les différents médias il peut y avoir une recherche de lieux qui peuvent accueillir des gens pour leur anniversaire, Absolument. Oui. C'est ce que j'allais dire, effectivement, oui, en communiquant peut-être sous cet angle-là directement, quoi, en se présentant comme un lieu pouvant accueillir des anniversaires, je sais pas, des conventions professionnelles, des mariages aussi, si on s'adresse à de la presse spécialisée mariage par exemple, complètement. En fait, l'idée c'est un peu d'arriver clé en main auprès du journaliste avec un sujet qui serait déjà plié, quoi, vraiment de lui dire ah ben voilà, si vous envisagez de faire un dossier sur le top 10 des lieux à privatiser pour son anniversaire, on répond à ces critères parce que si ça, voilà. En fait, c'est vraiment l'idée, quoi. C'est d'avoir tous les arguments et limite d'avoir anticipé l'article que pourrait écrire le journaliste. Et là, il y a de plus grandes chances qu'il s'intéresse à vous et qu'il veuille en savoir plus, quoi. Voire même de lui donner des idées en lui disant est-ce que vous avez pensé à faire un article sur je sais pas les meilleurs bars privatisables de Paris. Exactement. Pour une soirée entre potes, j'en sais rien. On peut trouver toujours des thèmes. Top. Bon, ça c'est bon à savoir parce que je pense qu'il y en a qui pensent pas toujours à se dire tiens je pourrais peut-être aussi promouvoir ma deuxième activité, parce qu'il y a quand même énormément d'établissements qui ont les deux, qui font et des indives et du groupe, voire de la privatisation, et des grands groupes, hein, pas que des indépendants, et qui vont pas forcément avoir l'idée de se dire, bah, tiens, ça peut intéresser certains médias. Et alors, à l'inverse, un lieu qui fait purement de l'événementiel. Alors ça, je sais que c'est pas encore très développé, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait de la place pour développer des relations presse pour les lieux événementiels
Alors, évidemment, il y a tous les lieux événementiels. Il y en a qui sont absolument magnifiques, qui, j'imagine, ont déjà de la presse avec certains magazines de déco, pour certains. Ouais. Et puis parfois, peut-être aussi déjà sur de la presse mariage que je reconnais connaître très mal. Mais est-ce que tu penses que sur de la presse B2B qui s'adresse à des RH, j'en passais des meilleurs. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place? Ouais, bien sûr. Oui, effectivement. Il faut, de toute façon, qui ne tente rien à rien, donc de toute façon, effectivement, ça vaut le coup de s'adresser à ces médias-là. Il faut bien réfléchir en fait à quels sont ces plus-values, à quels sont, voilà, par rapport à la concurrence, qu'est-ce que nous on apporte, qu'est-ce que et en fait, en fonction vraiment de votre identité propre, de ce que vous apportez réellement sur le marché, de quelles sont vos valeurs fortes, ce qui vous différencie, c'est sur ça qu'il faut mettre le focus. Et du coup, oui, vous pouvez absolument vous adresser à ce genre de médias. De toute façon, voilà, et comme je disais, ils reçoivent des centaines de communiqués par semaine. Vous avez votre chance et ça vaut le coup de tenter de les contacter, voire de les relancer, parce que effectivement, si vous arrivez à tabler, à cibler le bon média, ça peut apporter quand même une belle visibilité, quoi. Ouais. Et peut-être d'ailleurs que des petits médias très spécialisés, de niche, complètement. Seront moins sollicités et peuvent être plus ouverts à une discussion sur un angle d'article en disant tiens, est-ce que on ferait pas une colonne mensuelle sur des lieux pour du team building. Ouais, ça peut être ça, effectivement, de la presse de niche, de la presse locale aussi. Et effectivement, vous pouvez suggérer, est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un top 3 sur les lieux événementiels? Voilà, généralement, ils aiment bien faire pas des comparatifs, mais voilà, trois colonnes avec 2-3 suggestions, par exemple, d'établissements. C'est complètement pertinent. La presse locale, enfin quand je dis presse, c'est les médias locaux, donc ça peut être la radio aussi locale. C'est aussi souvent ils sont beaucoup plus enclins à répondre et à s'intéresser. Voilà, encore une fois, il faut aussi leur amener un petit sujet, quelque chose à se mettre sous la dent, un peu de fun, de sympathique, d'intéressant, de décalé, de nouveau. Voilà, il faut vraiment se mettre à leur place, eux, de journalistes, ne pas être trop dans un discours trop marketing, parce que eux, ça ne les intéresse pas ils sont pas là pour faire la promotion de votre établissement, et ils sont là pour apporter à leurs lecteurs une info intéressante, pertinente, fun, voilà. Donc il faut se mettre vraiment dans la peau du lecteur presque et imaginer qu'est-ce que vous, en tant que lecteur, qu'est-ce qui vous intéresserait de lire, quoi. C'est là tout l'intérêt d'avoir une marine à ses côtés. Et tu penses qu'il y a des personnes comme toi qui sont spécialisées sur cette partie plus événementielle? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, ou est-ce qu'il vaut mieux s'adresser, ou alors on va dire le mieux c'est d'aller vers des gens comme toi qui ont une spécialité un peu food et qui pourront plus facilement dériver vers l'événementiel parce que elles comprendront le secteur? Ouais, il y a probablement des agences ou des profils d'attachés de des presse, indépendants, voilà, qui sont spécialisés sur ce secteur. J'avoue que je l'ignore un peu. Oui, moi aussi. En fait, c'est parce que j'en ai jamais croisé. Ouais. Donc je me dis, est-ce que ça existe? Mais il faudrait que je fouine. En tout cas, si quelqu'un qui a ce profil entend ce podcast, faites-nous signe, parce que ce sera intéressant d'avoir une petite conversation aussi, pour nous donner votre avis en suite de cet épisode-là. Si vous voyez un établissement, un lieu événementiel qui a eu plusieurs parutions médiatiques, ça peut valoir le coup de creuser un peu et de savoir si derrière il y a une agence. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Les établissements regardent un peu leurs concurrents et essayent d'identifier l'agence derrière.
Voilà. Et souvent, du coup, s'adresse à cette même agence. Ouais, complètement. C'est une très bonne idée. On fera un petit, on fera des petites stories quand on sortira notre épisode pour demander à notre communauté s'ils ont des gens à recommander, Ouais. qui sont très spécialisés event. On sait jamais. Il y aura peut-être des bons contacts à partager. Ouais. Et ben écoute, Marine, notre conversation arrive à sa fin. Est-ce que toi, tu as d'autres sources d'inspiration que tu veux partager? Je sais qu'on est toutes les deux des créatrices de contenu. On connaît pas forcément les mêmes personnes. Est-ce qu'il y a d'autres blogs que tu aimes, que tu voudrais recommander? Est-ce qu'il y a des gens aussi que tu me recommandes à interviewer sur le podcast? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses ou je te prends de court et rien ne te vient? Alors, moi, en source d'inspiration, j'aime bien regarder un peu ce qui se fait à l'étranger. Donc, ça peut être pertinent, en fait, d'aller tout simplement sur Google. Vous allez dans les paramètres de recherche et vous sélectionnez États-Unis, langue anglaise. Et en fait, du coup, en tapant quelques mots-clés qui sont liés à votre secteur, vous pouvez voir en fait ce qui se fait aux États-Unis, parce qu'il faut reconnaître quand même que les Américains sont très forts là-dessus, et que du coup ça peut être une super source d'inspiration sur sur la façon dont communiquer et sur quels angles prendre les choses. Voilà, je trouve que ça peut être très inspirant. Et une personne à interviewer sur le podcast. Bah écoute, j'aurais envie de te dire un peu tous les membres du studio Pili Pili. Je m'en doutais un peu. Non, parce qu'en fait, voilà, vraiment, c'est des profils hyper complémentaires aux miens. C'est très plaisant en fait d'avoir d'autres professionnels, mais sur des métiers que moi je ne maîtrise pas du tout. Voilà, Olivia par exemple, qui est conceptrice rédactrice, qui pense un peu en amont de toute la stratégie. Ça peut être aussi bien le naming, par exemple, de l'établissement. Ça peut être justement le ton, le langage, le style. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est un travail hyper intéressant et qui vient complètement en complément de ce que je fais moi, que j'avais jamais envisagé auparavant. Et c'est vraiment en la rencontrant que ça a fait tilt, quoi, et que je me suis dit qu'on avait des métiers qui étaient très complémentaires et que ça pouvait être très utile dans une campagne de commencer en passant par là. Donc voilà, moi je suggérerais. Je vais te demander toute la liste des membres et je vais tout fouiner. Si on veut te joindre, c'est quoi le plus simple? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te contacte? Très active sur Instagram, donc Marine Benady. Je confirme. Et puis après, via mon blog, je publie donc beaucoup d'articles. J'essaie d'être très pédagogue et voilà, les retours que j'ai là-dessus sont que justement j'essaie de rendre tout ça très accessible. Donc voilà, sur le blog vous pouvez aller lire beaucoup de contenu et me contacter du coup par ce biais-là, par mon site, par le formulaire de contact, ou encore via LinkedIn. Voilà, si vous êtes plutôt de ce réseau-là. D'accord. Je répète juste ton nom, hein, Benady, c'est B-E-N comme Noémie, A-D de David, Y. Tu confirmes? Exactement. Vous la trouverez très facilement. Merci Marine pour toute cette mise en lumière des relations presse. C'était super d'avoir une professionnelle au micro pour tout me décortiquer, parce que voilà, c'est pas toujours un métier qu'on comprend bien. Donc je suis ravie qu'on ait pu donner ça à nos auditeurs, et puis au plaisir de te recroiser très vite pour d'autres contenus. Je pense que on ne va pas en rester là. Bah écoute, merci beaucoup à toi Clémence, c'était un vrai plaisir et effectivement on se suit sur les réseaux et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, effectivement, de passer par le Booking Shake ou par moi, voilà, j'y répondrai avec tout à fait. On pourra renvoyer ceux qui nous contactent directement, on pourra les renvoyer vers toi si c'est des questions RP. Merci Marine. Au revoir. Merci à toi Clémence. Au revoir. Au revoir.